Bonsoir. Bonsoir. Alors les crises, quelle crise? Moi, pour ce TED, je vais vous parler d'une crise. C'est une crise qui dure depuis un siècle. C'est la crise des questions d'hérédité. Parce que l'inné et l'acquis, ça n'arrête pas de poser des problèmes. Et c'est des problèmes qui sont à la fois scientifiques, mais aussi politiques et idéologiques. Alors pour illustrer ça, on va commencer par un petit débat qui a eu lieu en 2007 entre Sarkozy et Michel Onfray, qui est un philosophe de gauche, comme vous le savez. Bon, ils sont inversés les positions sur la photo. Alors, donc... on va regarder un petit peu ce qu'ils racontent. À un moment, ils en viennent à dire qu'il va y avoir, ils parlent de pourquoi il y a des gens qui font des trucs pas bien, et Onfray vient dire, je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. C'est extraordinaire. Vous avez un politicien et un philosophe, ils savent tous les deux pas du tout ce que c'est qu'un gène, mais ils ont des idées dessus. Et Onfray, son idée, c'est que les gènes, on s'en fout. Et ça, c'est typique de quelqu'un de gauche. Et quand il y a quelqu'un de droite en face, à tous les coups, il ne va pas être d'accord. Ça ne rate pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, répond Sarkozy. J'ai un peu à penser qu'on est pédophile. Bon, il y a des jeunes qui se suicident en France. Ce n'est pas parce que leurs parents sont mal occupés, mais parce que génétiquement, oui, lui aussi, il s'y connaît, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Les circonstances ne font pas tout. La part de l'inné est immense. C'est terrible. Les gènes, c'est de droite. L'environnement, c'est de gauche. Moi, je suis généticien. Quand je fais une manip, je ne sais jamais à l'avance si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche. Et ça m'angoisse. Alors... Je voulais. Alors. Attendez, c'est pas là, je vous dirai. Donc voilà, alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça et voir un petit peu ce qui est possible de faire. Alors, le point de départ, c'est Darwin, comme presque tout en biologie. Darwin qui se dit, il y a des variations et la sélection va favoriser certaines variations. Et comme ces variations sont héritables, comme elles se transmettent à la descendance, ça va permettre d'expliquer l'évolution des espèces. Bon, d'accord, mais alors comment ça s'hérite? C'est le cousin de Darwin qui s'appelle Galton, qui va développer les statistiques pour comprendre toutes ces questions et qui va dire que les aptitudes intellectuelles des humains sont héritées de la même façon que leurs caractéristiques physiques. Et il va en profiter pour dire, tant qu'à faire, ça vaudrait la peine de lancer une nouvelle science, l'eugénique, qui est l'étude des méthodes sous contrôle social qui améliorent ou détériorent les qualités raciales des générations futures. Bon, c'est chaud. Ouais. Alors, l'eugénique va effectivement démarrer aux États-Unis au début du XXe siècle. Elle est présentée comme un arbre, vous voyez, qui convoque toutes les sciences dans une belle convergence pour prendre en main l'évolution humaine. On va partir d'idées relativement délirantes. Par exemple, là, vous avez un gène qui se transmet dans une famille et ce gène détermine la naissance hors mariage, les enfants illégitimes. Voilà, c'est un gène. Les grands journaux de l'époque vont reprendre la question. Alors, la légende, vous voyez, en noir, c'est les normaux, en rouge, c'est les débiles mis à l'asile, en bleu, c'est les débiles pas mis à l'asile. Bon, vous avez deux débiles dans un asile, il faut 3 filles, il y en a une normale. Est devenu, bon, pas de chance, et puis 2 autres qui étaient débiles et qui ont fait plein de débiles dans leur descendance. Bon, on ne peut pas continuer comme ça, et donc effectivement, la société américaine va se préoccuper de ça, les États américains vont voter des lois eugénistes. Au 1er janvier 1935, on en était déjà à plus de 20 000 stérilisations, on estime à 65 000 le nombre de gens stérilisés pour cause de mauvais gènes dans cette période aux États-Unis. Dans les pays scandinaves, ça a été encore pire, c'est-à-dire qu'on en a fait encore plus, quoi. En Suisse, pareil, à l'époque, on n'avait rien compris à la génétique. Bon, mais... Et évidemment, le champion du monde à l'époque, ça a été l'Allemagne, avec, vous voyez, ces beaux dessins d'un bel Allemand qui est écrasé par le poids des débiles dans son pays. Et donc, on va s'occuper de ça, et vous savez le résultat, c'est l'arrivée des camps de concentration, l'Holocauste. Et donc, c'est cette horreur qui s'est produite en Allemagne, contrairement à ce qu'on raconte souvent en France, c'est un truc qui arrivait tout isolément en Allemagne. C'était le fruit d'un courant qui portait la plupart des pays occidentaux. Donc, c'est important. Et on voit déjà là un petit peu la liaison entre les gènes et la droite. Alors, ça c'est d'autant plus fort que du côté soviétique, alors c'était le contraire. On avait un très grand généticien qui s'appelait Vavilov, qui a fait un travail remarquable sur la diversité des plantes cultivées, etc. Mais malheureusement pour lui, un négrefin nommé Lysenko va prendre le pouvoir, va faire comprendre à Staline et aux soviets que la génétique est une science réactionnaire contraire au matérialisme historique. Pourquoi? Parce que la génétique propose l'idée qu'il y a des différences à la naissance, alors que tous les mouvements ouvriers du début du XXe siècle, y compris le mouvement marxiste, étaient des mouvements qui proposaient ce qu'on appelait la tabula rasa, les hommes naissent tous semblables et c'est seulement la société qui fait les différences. En gros, ce que racontait Onfray tout à l'heure. Alors, le résultat, c'est que tous les généticiens soviétiques vont être tués, ils vont être emprisonnés, et Vavilov meurt de faim, par exemple, en 1943, dans la prison de Saratov. Donc vous voyez, d'ailleurs, c'est les derniers martyrs de la science à ma connaissance, et ce n'est pas une religion qui les a tués, c'est une autre idéologie.
Donc on en est là, hein. Vous voyez qu'effectivement la liaison gauche-droite et gène-environnement est très forte à ce moment-là. Et puis évidemment ça va continuer. Pourtant, dès le début, les généticiens avaient pris en compte les gènes et l'environnement. Johansen, donc un grand savant danois, en étudiant la diversité des tailles de haricots, par exemple, il a vu que ça se répartissait selon une belle courbe normale, on appelle ça. Et cette courbe normale que vous voyez à gauche, eh bien, s'il prend le haricot le plus grand ou le plus petit, eh bien, quand il sème les descendants du plus grand, eh bien, il trouve des descendants plus grands que les descendants du plus petit, c'est ce que vous voyez à droite. Mais une fois qu'il a pris ça, il prend les descendants du plus grand, il prend le plus grand et le plus grand, le plus petit, il les ressème, et ce qu'il obtient dans la descendance, eh bien, ça ne change plus rien. Le fait de prendre le plus petit ou le plus grand, ça ne change plus rien s'il fait ça à l'intérieur de la descendance du plus grand ou à l'intérieur de la descendance du plus petit. Et il en déduit quoi? Il en déduit qu'au départ, il y avait une variation génétique et une variation environnementale, que ce qu'il voit dans la deuxième partie de son expérience, la différence génétique, c'est ce qui fait que les descendants des plus grands sont plus grands que les descendants des plus petits. Mais la différence environnementale, c'est ce qui fait que les plus grands ne sont pas tous pareils. Ils sont quand même une certaine diversité. Et là, c'est une diversité qui n'est pas due aux gènes, mais à l'environnement. Donc il y a les deux. Ah, il y a les gènes et il y a l'environnement. Bon, mais alors combien pour chaque? Ça, c'est une drôle de question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sans mes gènes, qu'est-ce que je ferais? Ou sans mon environnement? Mais évidemment, c'est impossible. Ce n'est pas ça la question en réalité. J'ai essayé de trouver une comparaison, alors je vous propose celle-là. Dans un concours de saut d'obstacles, hein, qu'est-ce qui compte le plus? C'est le cavalier ou le cheval? Ah, hein. Alors, a priori, on ne peut pas répondre. Le cavalier sans le cheval, il ne fera rien. Le cheval sans le cavalier, non plus, probablement. Mais il y a des cas où on peut répondre. Les cas où on peut répondre, c'est des concours spéciaux où il y a 4 cavaliers qui arrivent, chacun avec son cheval, ils font le parcours, et après, ils échangent de cheval, et ils font ça 4 fois. Au bout de 4 fois, ils ont tous essayé chaque cheval, et chaque cheval a essayé chaque cavalier. Et si le résultat, c'est celui que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est toujours le même cavalier qui arrive en tête, etc., eh ben vous dites, eh ben c'est le cavalier qui décide du résultat. Si jamais vous trouvez au contraire que c'est les chevaux qui donnent tout, ben vous dites c'est les chevaux qui décident du résultat. Dans la réalité, ce que vous avez trouvé, c'est des trucs dans ce genre-là. Bon. Alors là, il faut faire des statistiques, je suis désolé, mais rassurez-vous, hein, comme disait un ami américain, les maths, c'est comme l'amour. Hein, on peut en parler en public, mais il ne faut pas le faire devant tout le monde. Donc, j'additionne. Si je fais la somme par ligne de ces résultats, je vais trouver que la somme pour les chevaux, elle varie entre 8 et 12, alors que la somme pour les cavaliers, elle varie entre 5 et 15. Eh bien, je vois que les cavaliers font plus de variations que les chevaux. Voilà. Et je vais dire, dans ce cas-là, par exemple, que la variation est due à 70% aux cavaliers et 30% aux chevaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, si jamais je change les chevaux ou si je change les cavaliers, je vais trouver autre chose. Ce n'est pas une caractéristique générale, c'est une caractéristique de ce truc-là. Quand je dis le QI des enfants français dans les années 1960 est à 50% génétique, 50% environnemental, ben c'est vrai à ce moment-là, pour ces enfants-là, ça ne serait pas vrai ailleurs. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Le malheur, c'est que eh bien, il y a effectivement toujours de l'environnement et toujours des gènes, et que la proportion de variation due à l'environnement ou aux gènes dépend à chaque fois de quelle expérience je fais. Il n'y a rien de général là-dedans. Qui plus est, je sais que chaque gène peut avoir ses effets changés par l'environnement. Par exemple, il y a un gène qui fait que les enfants ne peuvent pas digérer le lait, ben, ce gène-là, il n'a aucun effet en France actuellement, parce que quand un enfant naît, si jamais on voit qu'il a ce gène-là, on ne lui donne pas de lait, et du coup, il se porte très bien. Alors que dans les pays où on ne sait pas faire ça, eh ben les enfants en question, on ne détecte pas de gène, ils boivent du lait, ça l'empoisonne et ils meurent. Donc aujourd'hui, ce truc-là qui était complètement déterminé par les gènes avant, maintenant il est déterminé vachement par l'environnement, puisque dans les pays où on a un bon système médical, les enfants ne sont pas malades. Dans les pays où on a un mauvais système médical, les enfants sont malades. Autre exemple, l'obésité. Il y a une épidémie d'obésité, on cherche pourquoi les gens sont obèses ou pas, on trouve des gènes d'obésité, c'est-à-dire des gènes qu'on trouve plus souvent chez les obèses que chez les non-obèses. Eh bien, les gens qui ont ces gènes d'obésité, ils ont ces gènes-là, mais leurs grands-parents les avaient aussi, et les grands-parents, ils n'étaient pas obèses. Ça prouve que dans l'environnement d'avant, eh bien, ces gènes-là n'avaient pas le même effet qu'aujourd'hui. Dernier exemple, le sexe. Eh bien, ouais, c'est un exemple quand même. Il est déterminé par des gènes, mais il y a plein de caractères qui vont avec. Par exemple, dans cette salle, je suis sûr, je ne peux pas bien voir, mais je suis sûr que globalement, les gens qui ont un chromosome Y ont les cheveux plus courts que les gens qui ont 2 chromosomes X. C'est un effet du gène, mais vous voyez qu'il est très largement médié par l'environnement, et que si vous changez l'environnement... si vous changez l'environnement, d'ailleurs, quand j'étais jeune, c'était pas du tout comme ça, croyez-le ou pas, mais moi, j'avais les cheveux juste comme ça. Donc, des différences entre sexes sont médiées par l'environnement, et c'est pour ça qu'on parle de genre, pour parler des questions qui concernent le sexe, mais qui sont liées...
Comment est-ce qu'on peut théoriser tout ça? Eh bien, l'hérédité, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est donc une information qui se transmet à travers les organismes, hein, une information génétique. Et cette information, ça a été postulé par, dès le début du XXe siècle. Hein, pareil, j'arrive plus à retrouver son nom, celui-là, Schrödinger, bien sûr. Et donc, là, il s'est un peu gouré sur la molécule, il croit que c'est des protéines, mais l'idée était bonne. Et effectivement, il y a une information qui est codée. Alors, est-ce qu'on peut dire que les gènes produisent... Qu'est-ce que c'est qu'une information? D'abord, elle est portée par un support matériel, mais elle n'est pas réductible à support matériel, parce que je peux la recopier sur un autre support. Hein, par exemple, je peux la photocopier une feuille de papier, mais je peux aussi la scanner, la passer dans un ordinateur. On peut lire une information, et cette information, elle va pouvoir donner une action grâce à un système de lecture, et tout ça va se produire dans un environnement donné. Regardez, voilà deux informations. Hein. L'information elle-même, elle est amorphe. On n'a jamais vu un livre se mettre à foutre le bazar dans une société en lui-même. Mais à partir du moment où les hommes le lisent, à ce moment-là, le livre, il a un effet, non pas par lui-même, mais par le fait que les hommes sont des systèmes de lecture qui changent les choses. Donc est-ce qu'on peut dire que les gènes produisent des protéines? Non, les gènes, ils font rien, pas plus que les bouquins. Simplement, il y a un système qui lie les gènes. Hein. Dire qu'un gène produit des protéines, ça serait pareil que de dire qu'une recette de tarte aux pommes produit une tarte aux pommes. C'est idiot, n'est-ce pas? Une tarte aux pommes, c'est produit par un cuisinier. Bon, mais il se sert de la recette, hein, et dans une cuisine donnée. Bon. Et c'est ça qui va faire la chose. La génétique, c'est pareil. Vous avez une information génétique codée sur l'ADN, vous avez tout un système de lecture qui va lire cet ADN, qui va, avec un code donné, fabriquer progressivement un œuf, il va se transformer en un embryon qui va se développer, et l'embryon il va continuer. Vous voyez, vous aviez cette tête-là quand vous étiez petit, et même celle-là, je suis désolé pour lui. Et donc, et à la fin, ça donne vous, voilà. Et tout ça, donc, dans un environnement donné. Il y a donc trois éléments dans l'hérédité: la génétique, le système de lecture. Les systèmes de lecture, c'est ça l'épigénétique. Et puis l'environnement. Alors, tous les systèmes informatifs sont comme ça. Vous avez un message, un décodeur, un environnement. Dans le cas de la tarte aux pommes, la recette, le cuisinier, la cuisine. Dans le cas, un autre cas que j'aime bien, c'est la musique. Hein, une partition, un interprète, un lieu dans lequel ça se passe, et évidemment, le lieu aussi est important. Et dans le cas d'un organisme vivant, le génome, l'organisme, le milieu. À chaque fois, donc, vous voyez, donc, trois sciences, la génétique, l'épigénétique, l'environnement, et les trois fabriquent l'organisme. J'aime bien la métaphore musicale parce que quand on joue de la musique, un violoniste qui joue de la musique, eh bien, il va effectivement avoir à prendre des décisions. Quand il commence une phrase musicale, il peut commencer avec la pointe de l'archet, à ce moment-là il va pousser, ou il peut commencer avec le talon, à ce moment-là il va tirer. Bon. Et sur une partition, eh bien, le violoniste va marquer avec des petits signes, vous voyez les petits signes qui sont marqués en rouge, il va marquer s'il commence avec le talon ou s'il commence avec la pointe, de manière à savoir comment il veut le faire. Et surtout, s'ils sont plusieurs, il faut qu'ils fassent tous pareil. Donc, c'est très important de faire ça, de noter ça. Simplement, ça, on le marque au crayon sur la partition, parce que la prochaine fois, on pourra très bien faire autre chose. Eh bien, je voulais vous dire que l'épigénétique, ça marche pas mal comme ça. Hein, donc, vous avez compris un peu. Vous voyez que ça ne change pas la partition, ça change juste la façon dont on va la lire. Eh bien, l'épigénétique, il y a un truc pareil. Vous avez un petit truc chimique qui s'appelle un radical méthyle. Bon, c'est un carbone avec 3 hydrogènes qui peut se coller comme ça s'écrit CH3, qui peut se coller n'importe où parce qu'il reste une valence libre. Et il va se coller sur les sucres qui forment le support de l'ADN. Et quand il se colle, vous voyez, il peut se coller ou pas, hein, sur ce truc-là, ça fait des petits points bleus sur l'ADN, ça va changer la façon dont le système de lecture lit l'ADN. Et quand on va recopier l'ADN, eh ben, des fois, ces petits trucs vont rester dans la forme recopiée, des fois, ils n'y seront pas. Et donc, on va pouvoir avoir une manière de lire l'ADN qui sera marquée, mais qui pourra être ou non maintenue au cours du temps. Ça, c'est une des formes de l'épigénétique. Alors ça, c'est important parce que tout ça, ça veut dire que pour comprendre bien comment se fabrique un organisme, il faut comprendre l'épigénétique. Et donc, c'est tout un programme de recherche qui est en train de se développer à fond. Hein, combien de temps est-ce que les informations peuvent perdurer ou pas? Est-ce que ça va être recopié? Bon, on sait qu'il y a des cas, des stress, par exemple, chez les humains qui donnent encore des résultats 3 générations après. Hein, donc, on sait que ça existe. Hein. Et puis, cette information génétique, est-ce qu'elle peut influer sur l'information génétique? Alors, évidemment, en changeant l'expression, elle ne va pas changer l'information elle-même, mais en changeant l'expression, elle peut changer la façon dont elle est sélectionnée, par exemple. Et enfin, quelles sont les relations entre l'information épigénétique et puis l'environnement? L'environnement, par exemple, pour un bébé qui est dans sa mère, eh est-ce qu'on considère que la mère, c'est l'environnement, ou est-ce qu'on considère que la mère, c'est de l'épigénétique? Bon, tout ça, c'est des détails, hein, en réalité. Mais comprenez bien une chose, c'est que tout ce travail de recherche qui est en train d'être fait, hein,
Et un peu compliqué par le fait que derrière, il y a tous les problèmes d'idéologie dont je vous ai parlé au début. Il y a tellement de gens qui aimeraient se débarrasser des gènes, qui voient l'épigénétique comme la Sainte Vierge qui va enfin les débarrasser de la génétique. Vous comprenez? Ça veut dire que, eh bien, on va pouvoir rendre l'hérédité plus réversible. Ça fait tellement plaisir, hein, plutôt qu'un truc qui ne change pas. Hein. Et puis, redonner la primauté. Moi, je suis un individu, je ne suis pas content que mes gènes ils se démerdent sans moi. Je voudrais avoir la primauté sur eux, avec l'épigénétique, je peux espérer l'avoir. Donc, la difficulté, c'est que les scientifiques, parfois, c'est des humains. Hein, nous sommes tous liés à notre idéologie. Et cette idéologie, eh bien, nous conduit parfois peut-être à dire des conneries. Je remercie Charab qui m'a dessiné ça sur un coin de table un jour et je lui porte un honneur pour finir cet exposé. Je vous remercie.